délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds. Je les avertis. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, le prochain président les prévient. La République, oui, la République, vous rattrapera. Caïd. Avant, c'était Nicolas Sarkozy qui affectionnait ce mot. Pourtant, cette campagne, c'est François Hollande qui l'a utilisé, comme d'autres mots d'ailleurs, qui ont changé de camp. Alors, pourquoi ces emprunts? Comment résonnent-ils? Qui a emprunté quel thème et pour combien de temps? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, l'ancien et le nouveau président, avec nous 4 invités. Alors, 4 invités, je précise, qui participent au Festival du mot à la Charité-sur-Loire, auquel Déshabillons-les s'associe en cette année très politique. Alors les invités d'Amon Mayafre, spécialiste du langage et auteur de ce livre, Nicolas Sarkozy, mesure et démesure du discours aux presses de Sciences Po. Vous avez étudié pendant 5 ans le lexique de Nicolas Sarkozy. On verra avec vous ce qui a été repris et comment. Par la gauche, Marlène Coulonguli, professeure de communication à Toulouse, auteur de Présidente le grand défi chez Payot. Alors on s'intéressera avec vous notamment au rôle joué par Ségolène Royal, à laquelle ne cesse de le rappeler, a beaucoup contribué. On lui a beaucoup emprunté à elle aussi. Paul Bacot, professeur de sciences politiques à Lyon et auteur de ce livre, donc Les mots de l'élection. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer par revenir sur ce mot caïd, ce mot qu'on avait beaucoup entendu, j'ai dit, dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Pour mémoire, un petit exemple. Nous ne laisserons pas des caïds s'installer dans les quartiers de Grenoble, devenus à la fois leur proie et leur repère. Donc ça, c'était lors du fameux discours de Grenoble en 2010, mais il y a d'autres exemples, évidemment, sauf que ces exemples datent d'avant la campagne, puisqu'en 2012, eh bien, c'est François Hollande qui a repris ce mot caïd. On réécoute et puis on commente après. Et je lutterai contre tous les trafics, toutes les mafias. Pas plus que je n'accepte la délinquance financière, la fraude fiscale. Pas plus. Je ne tolère qu'un petit caïd, avec sa bande, mette une cité en coupe réglée et fasse vivre à ses habitants un enfer. À tout cela, aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds, je les avertis. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, le prochain président les prévient. La République, oui, la République, vous rattrapera. Alors, un petit caïd avec sa bande, mettre une cité en coupe réglée, lui faire vivre un enfer, comme ça, à l'entendre, on a l'impression de réécouter des discours de Nicolas Sarkozy. Alors, on se doute bien que François Hollande y a pensé à ses références. Enfin, on le voit mal faire ça par hasard. Alors, Damon Mayafre, selon vous, pourquoi fait-il cela? Et surtout, pourquoi le choix de ce mot caïd qui semble assez connoté, même sans être expert en linguistique, non? Oui, il y a caïd, il y a aussi dans l'extrait fraudeur. Oui, qui a été repris pour le coup dans cette campagne aussi par Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Alors c'est un exemple très spectaculaire de ce qu'on appelle la triangulation dans les milieux anglo-saxons, c'est-à-dire cette capacité pour un candidat de reprendre les thématiques, de voler pratiquement les thématiques et les mots de l'adversaire pour vider le discours de l'adversaire de son contenu et pouvoir présenter au fond un discours total. C'est un peu ce qu'a réussi à faire François Hollande, puisqu'il a tenu des propos très à gauche sur la justice par exemple, mais il tient ici un discours très à droite, très sarkozyste, avec caïd, avec fraudeur ou avec d'autres mots. En ce qui concerne caïd, ça va quand même très très loin, puisqu'on sait que c'est une sonorité, on va dire maghrébine, c'est le chef en arabe, donc on peut même penser que c'est un mot emprunté presque à Madame Le Pen. Oui, d'accord, oui, parce que c'est ça, parce qu'il y a la triangulation dont on a beaucoup parlé, et qui avait aussi beaucoup joué effectivement en 2007, mais là c'est prendre un thème, là c'est prendre un mot, et en plus un mot ultra connoté, donc il va très loin. Et alors la question qu'on peut se poser, alors on voit bien l'idée, effectivement, c'est montrer qu'il n'a pas de tabou sur la sécurité, etc., mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est efficace en termes de communication? Est-ce qu'on brouille pas un peu les repères? Alors, est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Puis on va faire réagir Denis Bertrand. Je pense que c'est assez efficace. Nicolas Sarkozy, dans l'autre sens, avait réussi en 2007 en prenant des thématiques de gauche, et notamment, on le sait, les citations de Léon Blum, de Jaurès. Alors, les électeurs de gauche ou de droite
très politisés ne sont pas dupes, mais je pense qu'une frange de la population, celle qui fait basculer une élection, peut se laisser Vous pensez tromper. que ça peut jouer? Ah, il dit caïd quand même. Parce qu'en même temps, ça a été peu relevé. Hein. Là, on l'a relevé avec vous, mais ça n'a pas été beaucoup relevé. Personne n'a dit, tiens, François Hollande reprend ce mot caïd, quoi. C'est ça qui est incroyable. Denis Bertrand. Moi, j'ajouterais une nuance, tout de même, parce que l'emploi n'est pas exactement le même. Il dit le même mot, mais c'est la il dit le République qui même mot, rattrapera les exactement. caïds. C'était que dans le premier cas, chez Sarkozy, le caïd est transformé en une espèce d'animal mythique capable de transformer son repère en proie. Alors que chez François Hollande, il y a d'abord le petit caïd, et petit caïd, c'est une expression figée qui met à distance la chose, et le petit caïd, il est non pas grandi comme figure mythique, il est au contraire ramené à sa soumission à la loi. Et le fait, Oui, et le fait mais que enfin, ce soit il la dit quand même République... mettre une cité, le petit caïd, tout petit soit-il, C'est il met vrai. quand même la cité en coupe réglée et il lui fait vivre un enfer. Oui, Hein, attention. c'est Hein. vrai, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension. Mais cette dimension mythique, D'accord. elle est soumise à l'expression finale, la République vous rattrapera. Et ça, je trouve que ça, c'est un moment comme très très fort de ce discours, parce que c'est la République elle-même, dire non pas moi. Sarkozy dit nous ne laisserons pas les petits caïds proliférer. C'est moi contre eux. C'est moi contre eux, c'est personnalisé. Chez François Hollande, c'est mis à distance et c'est soumis à la règle commune. C'est clair que le programme politique n'est pas tout à fait identique. Ce qui est remarquable, c'est l'emprunt lexical. C'est ça qui est remarquable et qui est voulu, qui est travaillé. C'est-à-dire que quand on écoute la campagne de 2007, on peut effectivement chiffrer cette redondance du mot caïd, du mot fraudeur, du mot mérite aussi. Je pense qu'il y aura d'autres extraits là-dessus. Et on va en voir d'autres, effectivement. On voit que François Hollande s'applique à reprendre ces termes-là. Oui, parce que alors vous avez relevé ce mot effectivement utilisé dans un contexte différent, mais ce qui est frappant, c'est que c'est pas le seul. Il y en a énormément des emprunts. Vous en avez repéré quantité d'autres, souvent passés inaperçus et pourtant bien visibles jusque dans les clips de campagne des candidats, les clips du premier tour. À tous ceux qui croient au travail, au mérite, à l'effort. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort. Pour les 5 années qui viennent, ce sont les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts. Alors, travail, mérite, effort, travail, effort, mérite. Hein, il y a une petite variante dans l'ordre, mais ce sont bien les mêmes mots qui sont mis au centre de l'enjeu par les deux candidats. Alors, qui emprunte à qui les deux clips ont été faits en parallèle, mais ces mots étaient quand même très associés au Nicolas Sarkozy de 2007, tout comme d'ailleurs le mot rupture, avec lequel François Hollande a beaucoup joué dans cette campagne. Regardez. Trop de fractures. Trop de blessures, trop de ruptures, trop de coupures ont pu séparer nos concitoyens. C'en est fini. Trop de ruptures, dit-il. Donc on voit bien qui il cible, hein. On voit bien ce qui pointe chez Nicolas Sarkozy. Et pourtant, lui-même a repris ce mot de rupture à son compte, par exemple lors du fameux débat de l'entre-deux tours face à Nicolas Sarkozy. Regardez. Vous voulez que je vous rappelle, Mitterrand nommant son directeur de cabinet à la tête d'Elf, nommant son directeur de cabinet à la tête de Canal+, et vous venez nous donner des leçons? Qui était président de Canal+, chef de télévision? Monsieur Rousselet, directeur de cabinet, directeur de cabinet de Monsieur Mitterrand. Permettez-moi de vous le dire. Il n'était plus directeur de cabinet de Mitterrand. d'Elf, Monsieur Ménage ou Monsieur... Vous voulez que je vous cite aussi tout ce que vous avez nommé? Non. Mais moi, je vous fais une rupture. Non, sauf que moi, je fais une rupture par rapport à vous, et peut-être par rapport à vos prédécesseurs. Moi, je fais une rupture, parce que je n'accepterai pas cet état terminer, lié à un puisque parti c'est faux. et lié à des réseaux, à des influences. Rien ne sera toléré. Alors c'est incroyable quand même, hein, ce jeu avec les mots. Trop de rupture, mais lui-même veut faire la rupture. Alors Damon Mayafre, que pensez-vous de cette manière de jouer avec ce mot du sarkozysme? C'est surtout que de manière générale, si vous faites le bilan, si Sarkozy est privé du mot caïd, s'il est privé du mot fraudeur, s'il est privé du mot travail mérite, si maintenant il est privé du mot rupture, vous voyez qu'il reste plus grand-chose et que Hollande peut incarner à la fois le discours de gauche, comme je le disais, mais aussi le discours du centre droit, le discours sarkozyste au fond.
On voit bien effectivement qui reprend ces mots. La question, c'est est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée, Paul Bacot, comme vous le dites, effectivement, en matière de discours, et effectivement, est-ce que ces mots sonnent? Est-ce que le choix de ce mot est si important que ça, ou est-ce qu'on ne pourrait pas finalement faire aussi bien, pareil, avec d'autres mots, finalement, avec des mots équivalents, voilà, plutôt que de dire rupture, dire, voilà, je veux me distinguer d'eux, je veux couper court avec. Est-ce que le fait de prendre ce mot du sarkozysme est si important que ça, ou est-ce que c'est pas un petit jeu de sa part, finalement? Oui, ça peut être risqué de reprendre le mot de l'adversaire. Souvent, on cherche des synonymes pour dire la même chose, mais de façon différente, de façon effectivement à se démarquer. Ou alors l'autre formule, c'est effectivement celle qui consiste à faire entrer le mot dans une succession d'autres mots, dans une série, comme par exemple ici, blessure, déchirure, etc. Oui, voilà, trop de. Voilà, ce qui ramène la rupture à des causes à la conséquence, tout en revendiquant quand même la rupture pour lui, mais sous une autre forme qui est précise. Mais c'est un peu comme Caïd. Dès l'instant où le petit Caïd est replacé dans une liste avec tous les fraudeurs fiscaux, avec des gens plutôt de l'élite, ça change complètement la focale, ça change complètement la politisation du mot. D'accord, donc vous dites, vous, finalement, il utilise les mêmes mots, mais quelque part en les décalant un petit peu. Et puis il y a ces mots de travail, d'effort et de mérite, qui étaient effectivement les mots de Sarkozy en 2007, mais que Ségolène Royal avait déjà beaucoup pris. Est-ce qu'on peut dire que ce sont encore des mots du sarkozysme, ou finalement ce sont des mots que tout le monde s'est appropriés, y compris la gauche? Alors là, dans les séquences, ici, c'est peut-être pas très visible. On a l'impression effectivement que c'est la reprise des mêmes mots, de la même façon, avec tous les risques que ça comporte. On voit bien quand même, quand on regarde les différents meetings de Nicolas Sarkozy, quand il explique ce qu'il entend par le vrai travail, quand il fait son récit du vrai travail. Ça, c'était après le premier tour, là. Voilà, après le premier tour, on voit bien que travail est associé à d'autres choses, et notamment au patrimoine, ce qui change tout, bien sûr. D'accord, ok. Oui, sauf que la personne, effectivement, qui voit ces clips de campagne, et c'est vrai que c'est amusant de les mettre en parallèle. Alors là, c'est les personnes qui s'en tiennent aux clips de campagne, bonjour, pour faire la différence, quand même, non, Denis Bertrand? Le triptyque, par exemple, le triptyque travail, mérite, effort, travail, effort, mérite. Ça correspond, ça s'inscrit dans les grands triptyques de vie républicaine, jusqu'au travail, famille, patrie, etc. Ce sont quand même je crois que ce qui est important là-dedans, c'est le rythme ternaire. C'est le rythme ternaire parce que ça sonne comme un... Comme liberté, égalité, fraternité. Oui, comme des mots qui sont à partager. Alors après, on peut en effet, sur la liste lui-même, trouver que l'enchaînement de Sarkozy est meilleur lorsqu'il met mérite à la fin, parce que mérite, c'est la récompense de l'effort et du travail. Ah, quand même, différence et bon point. Donc il y a une logique, oui, il y a une logique. Il y a plus de logique chez Nicolas Sarkozy. Il y a une lisibilité meilleure à partir du moment où il y a une logique narrative, c'est-à-dire que dans l'enchaînement des mots. Mais enfin, moi, ce qui me frappe pas mal, c'est que l'emploi du mot rupture, par exemple, par Hollande lors du débat, est assez différent de l'emploi presque totémisé du mot rupture par Sarkozy. Ah bon? Oui, parce que chez Sarkozy, c'est un mot qui avait une valeur générale et presque générique. C'est la rupture avec l'ensemble de ce qui avait été fait auparavant. Oui. Alors que là, c'est une rupture particulière, sur un cas particulier, sur une situation particulière. Donc Hollande l'emploie d'une manière beaucoup plus concrète et beaucoup moins comme un principe. Comme un concept général. Sachant quand même qu'en écoutant, ce qui est amusant, c'est qu'il dit effectivement, je veux être en rupture avec par rapport à vos prédécesseurs, mais les prédécesseurs, il y en a aussi dans son camp à lui. Et comme Nicolas Sarkozy a voulu être en rupture avec Jacques Chirac en 2007, lui aussi, en disant cette phrase, dit qu'il veut rompre avec François Mitterrand, dont il est question dans l'extrait. Donc finalement, le parallèle est amusant. Et je voudrais juste ajouter un mot. La rupture, c'est un mot plus fort que la réalité qu'il dénonce. C'est comme s'il y avait un excès lexical, à mon avis. Mais chez qui? Chez Nicolas Sarkozy? D'une façon générale. Allez, chez les deux. Dans l'emploi de ce mot. Dans l'emploi de ce mot. Oui, il n'y a pas c'est pas une rupture révolutionnaire. Mais Sarkozy lui-même parlait de rupture tranquille en 2007, ce qui était quand même extraordinaire. Oui, c'est vrai. On a gardé rupture, on a oublié tranquille. Absolument. Les 5 ans nous ont fait oublier. Et je pense qu'effectivement, derrière chaque mot, disons, charrie avec lui les échos des campagnes précédentes et suscite une espèce de réaction mémorielle de la part des citoyens téléspectateurs. Et chacun se les réapproprie de façon différente. Vous évoquiez tout à l'heure la rythmique d'Hollande. Il aime bien
effectivement, on l'avait vu avec le moi président, et là on a trop de ruptures, trop de blessures, trop de fractures, trop de, je ne sais plus quel était le quatrième terme employé, trop de coupures. Donc il y a le mot, et puis il est inséré dans une série différente. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est le langage du corps finalement, avec la coupure, avec la fracture, avec, je ne sais plus quel était l'autre terme, la blessure. La blessure. C'est le corps. On a qui du mal à les arrive, retenir. et c'est la chair. Et je trouve ça extrêmement intéressant, effectivement. C'est-à-dire c'est la chair, son corps, il incarne. Là, il renvoie en fait à des choses extrêmement intimes, à des choses qu'on aurait vécues dans notre que nous aurions vécu nous en tant que... La rupture a été une blessure pour le corps social. Exactement, pour le corps social et pour le corps individuel. Vous parliez de la manière d'incarner les discours, et il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est sur le mot responsabilité, très utilisé par les deux candidats, mais d'une manière très très différente. Alors d'abord par Nicolas Sarkozy, qui a voulu en faire une des valeurs, dit-il, de sa campagne. Écoutez-le au soir du second tour. Je porte toute la responsabilité de cette défaite. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis battu sur la valeur de responsabilité et je ne suis pas un homme qui n'assume pas ses responsabilités. Jamais. Je suis le président. J'étais le chef. Et quand il y a une défaite, c'est le numéro 1 qui en porte la première responsabilité. Il me faut en tirer toutes les conséquences. Je vous demande de m'écouter parce que rien de ce que j'ai dit dans cette campagne n'était factice. Quand j'ai parlé de vous, quand j'ai parlé de la France, et quand, à de très brèves occasions, j'ai parlé de moi. Je me suis battu, dit-il, sur la valeur de responsabilité. Alors là, pour le coup, très présente dans sa bouche pendant toute la campagne, mais ça n'empêche pas François Hollande de réutiliser ce mot aussi également et énormément, notamment dans les premières déclarations après son élection. Regardez. Mais cette émotion doit être celle de la fierté, de la dignité, de la responsabilité. C'est aussi une responsabilité qui arrive et qui est lourde, avec des tâches qui nous attendent rapidement. Donc il y a à la fois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté, et en même temps l'appréhension de prendre des responsabilités immenses à un moment particulièrement difficile pour le pays. Président encore en exercice, président élu, qui va prendre ses responsabilités le 15 mai. Nous devions être l'un et l'autre présents à cette cérémonie. Alors d'abord, sur la manière de dire, nous, en écoutant les extraits, ce qui nous a frappé, c'est qu'on avait l'impression que François Hollande oppose l'émotion, la joie à la responsabilité, alors que Nicolas Sarkozy finalement mêle les deux. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez vu les choses, Marlène Komonguvi, en termes de communication. Alors moi, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, l'emploi du terme au singulier, la responsabilité. Et effectivement, Nicolas Sarkozy, dans l'extrait que vous venez de passer, parle de toute la responsabilité. Donc c'est quelque chose de lourd, de global qu'il assume. Et puis il y a les responsabilités. Et dans le dernier extrait qu'on vient d'entendre de François Hollande, il dit effectivement qu'il va prendre ses responsabilités et les responsabilités. Donc on a d'un côté quelque chose de global et finalement d'assez abstrait, la responsabilité, et de l'autre côté quelque chose de beaucoup plus concret. Le pluriel renvoie toujours à des choses qui sont identifiées de façon concrète. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement l'insertion du terme responsabilité dans une série, dans le deuxième extrait que vous nous avez passé, le discours de Tulle, d'une certaine façon. Le soir de la victoire. Le soir de la victoire, où on a d'abord un bloc, disons, qui est identifié de façon positive, la joie, l'émotion, etc., etc. Et puis la responsabilité qui apparaît plutôt connotée de façon, alors sinon négative, du moins dans un aspect un peu plus pesant. Ouais, ça va pas être drôle tous les jours. Il y a la joie de la victoire, mais il y a la crise. Quand il dit responsabilité, on entend crise. Exactement, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, ce que vous disiez, effectivement, dans l'idée de triangulation, il y a prendre le thème de l'adversaire pour l'assécher et puis lui enlever des arguments. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir que François Hollande utilise ce terme après
la victoire. Hein, il le reprend, il l'utilise, nous on trouve quand même énormément, il le répète parfois jusqu'à 3 ou 4 fois dans la même phrase, on l'a entendu, qui était effectivement un des mots phares de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous avez une petite idée du pourquoi? Et puis Paul Bacot également? Non, simplement François Hollande, on le sait, avait ce déficit éventuel de crédibilité ou de responsabilité à l'échelle nationale, internationale. Et donc je crois que dès son élection, il a voulu montrer qu'il était tout à fait digne de sa fonction et tout autant que Nicolas Sarkozy. Mais ce terme de responsabilité, alors là, c'est moi qui apporterai une nuance. C'est vrai que c'est un terme qui est très utilisé. Je crois qu'on a recensé que tous les présidents de la Ve République, le lendemain de leur élection, ont utilisé ce terme pour montrer la gravité. Oui, bien sûr. Et bon, ça, il faut le rapprocher un petit peu avec nos institutions et avec cette Ve République très présidentielle où le président élu se trouve incarné des destinées de la nation mais enfin, et de François toute la Hollande, quand même, il responsabilité. ne prend pas ses fonctions, il prend ses responsabilités. On dirait que ce mot, maintenant, en remplace une série d'autres. Un petit mot, Paul Bacot. Oui, le discours de la mutualité là, permet à Nicolas Sarkozy de faire deux choses. D'une part, de remettre en scène une nouvelle fois le fait qu'il est le chef, sa conception de la présidence de la République, sa conception de la vie politique. Il est le chef. Donc un chef, c'est la responsabilité. C'est le capitaine qui ne quitte pas le navire avant que tous les passagers soient descendus. Il insiste bien sur le côté C'est finalement pas un capitaine de expiatoire. pédale. Voilà. Et puis c'est l'un des mots fétiches de la droite traditionnellement, quoi. La responsabilité. Nous sommes responsables de ce que nous sommes, avec tout ce que ça implique. Ceux qui sont sous assistanat sont d'une certaine façon responsables de l'assistanat. Vous disiez tous les présidents, certes, mais de droite peut-être, justement, Damon Maillard, ceux qui ont utilisé ce mot, peut-être beaucoup. Non, mais la distinction, je crois qu'elle est, même si elle n'est pas toujours clairement visible, entre responsabilité au singulier et au pluriel. Vous disiez, c'est effectivement un terme de la droite et un mot effectivement qu'on peut opposer à l'assistanat, donc on est dans le registre de la droite. Là, en faisant ça, finalement, Nicolas Sarkozy, qui a parfois un peu malmené les valeurs de la droite, là, vous trouvez, cherche à se réconcilier complètement avec les valeurs de son camp, parce qu'on a l'impression d'ailleurs qu'il parle à son camp, qu'il parle à ses militants, vraiment à eux, plus qu'à tous les Français dans cette allocution. Je ne sais pas s'il a malmené les valeurs de la droite, c'est pas le... Je dis ce que certains ont dit. Oui, c'est pas le sentiment vraiment dominant, c'est pas forcément un sentiment que je partagerais dans cette affaire, mais là il s'adresse à des militants. D'une certaine droite, parce qu'il y a le problème de quelle droite. Oui, bien sûr, il s'adresse à ses militants et c'est sans doute sur responsabilité qu'on peut le plus rassembler de tous les courants de la droite. Ça, du centre-droit à l'extrême droite, le mot responsabilité, ça D'accord, marche bien. Non mais ça s'oppose bien parce qu'il y a eu le bling-bling, il y a eu tout ça, enfin, quand on parlait de ce qui a pu choquer, là c'est quelque chose qui pour le coup est très fédérateur à droite, c'est ça? D'accord. Alors on a beaucoup parlé des emprunts là, depuis le début de l'émission de François Hollande à Nicolas Sarkozy, mais ça a aussi marché dans l'autre sens avec un concept très fort du hollandisme, l'homme normal. On l'écoute d'abord dans la bouche de son concepteur, François Hollande. La dernière fois que je suis venu rencontrer les lecteurs du Parisien, je suis venu en scooter. Et il y a eu une polémique en disant quand même, est-ce qu'un candidat à l'élection présidentielle peut se déplacer en scooter? Ça m'a surpris. Pourquoi? Ce mode de déplacement serait-il infamant? Serait-il finalement tellement ordinaire qu'il déconsidérait celui qui utilise ce véhicule? Que je prends moi pour des raisons de sécurité, m'a-t-on dit. Mais ça me coûte. Franchement, ça me coûte. D'abord, je serais arrivé encore plus en avance ou moins en retard si je l'avais utilisé. J'ai dit que je voulais être un candidat normal. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par cette expression? C'est que je devais être le plus proche possible. Non pas que je vive comme tous les Français. Je n'ai pas le même niveau de vie que ceux qui sont en dessous du SMIC. Donc je n'ai pas ici l'idée que je serai comme les autres. Mais je vais être aussi proche que possible de vous. Ma vie, elle est celle d'un élu, sûrement, mais d'un élu qui vit au milieu des Français. Demain, si je deviens le prochain président de la République, bien sûr qu'il y aura forcément des contraintes. Mais pour le reste, je vivrai autant que possible comme un citoyen comme les autres. On l'a dit et répété, hein, François Hollande a mis au point ce concept d'homme normal, évidemment parce que ça lui correspondait, mais aussi pour se démarquer de Nicolas Sarkozy pendant cette campagne. Mais surprise, pendant cette campagne, eh bien, Nicolas Sarkozy lui aussi se transforme en homme normal. Écoutez-le. On a une vie qui est tous les deux. Je suis tous les soirs à la maison. Vous êtes venus à la maison d'ailleurs. Vous avez vu là où on vit, comment on vit. Et il faut faire la différence entre l'aspect public
et la vie avec Aurélien, avec Julia, avec Carla, à la maison. On a cette idée que parce qu'on est président de la République, on n'aurait plus les mêmes sentiments qu'un autre, pas la même vie qu'un autre. On a des responsabilités. Mais les inquiétudes face à la maladie, face aux enfants, face aux sentiments, c'est exactement les mêmes, Mouloud. Ça ne change pas. Qu'est-ce que vous croyez? Et quand Carla et moi on s'est rencontrés, on est tombés amoureux comme un homme et une femme. Et ce n'était pas la question de... Je ne l'avais jamais rencontrée avant. Et elle non plus. Ce n'était pas la question du président ou la question de la chanteuse. C'est de personnes et qui font un projet ensemble, sentimental, qui font un enfant. Et ça n'a rien à voir avec le reste. C'est à la fois beau et totalement banal. Moi, je me retrouve... Que quelqu'un qui nous regarde tombe amoureux, la personne est unique, peu importe ce qu'il fait. Alors, il ne dit pas normal au début, mais enfin on l'entend très fort, hein, il est sur le bout des lèvres, et puis finalement il finit par dire banal. Mais enfin on voit bien qu'il est, du moins nous a-t-il semblé, Damon Mayab sur ce thème du hollandisme. Alors est-ce que là, vous sentez aussi la triangulation? Je peux sentir la triangulation, mais... Est-ce que votre détecteur de triangulation mais je crois s'active? On voit quand même dans l'extrait qu'il a du mal à argumenter. Vous ne le trouvez pas à l'aise? Je ne le trouve pas à l'aise. J'ai l'impression qu'il rame un petit peu pour convaincre Mouloud, dit-il. Il a un peu de difficulté sur la question. D'accord, Denis Bertrand, vous le sentez, je sais pas, on pourrait dire c'est l'émotion qui l'étreint, non? Vous trouvez qu'il a du mal? Oui, peut-être c'est un récit de vie personnelle qu'il fait. Pas facile de parler de sa vie personnelle quand on lui a tant reproché d'en parler aussi. Très égocentré, enfin oui. très égocentré sur son truc. Alors évidemment, cet égocentrisme se traduit par le partage commun des valeurs banales, beau mais banales. Mais moi je pense qu'il y a une différence assez sensible avec la manière dont la normalité est présentée chez François Hollande. C'est-à-dire que la normalité chez François Hollande, elle est expliquée. Et il se dit, je vais vous expliquer ce que j'entendais par ce mot normal. Et cette normalité signifie proximité et partage avec les autres. Donc il y a une espèce de souci de l'altérité. La normalité, c'est une manière d'être avec autrui. Alors que chez Nicolas Sarkozy, la banalité, la beauté banale de la vie normale, c'est une manière d'être avec soi-même. C'est de l'entre-soi. Hein, c'est de l'entre-soi. Et l'altérité, c'est vous êtes même venu chez moi pour voir comment on était entre soi. Oui, Marlène Colombini. D'abord, ce sont deux extraits qui sont extraordinairement savoureux. Hein. Moi, j'ai un plaisir énorme à les voir. Alors, chez Hollande, il y a effectivement le scooter comme indice de normalité. Et alors, on reconnaît là le talent du pédagogue. Hein. Oui, moi, je suis un homme normal, je viens en scooter. Alors, il faut se rappeler qu'il a été quand même beaucoup critiqué hein, avec l'emploi de ce terme normal. D'abord, Bayrou a dit qu'il trouvait ce terme complètement idiot. Et ensuite, Sarkozy lui a dit, mais vous imaginez une femme dire, tiens, je suis tombée amoureuse d'un type, c'est un type complètement normal, il est formidable. Donc, il s'est quand même fait, il s'est fait un petit peu, disons, tacler avec l'emploi de ce terme. Et alors, je voudrais quand même revenir sur l'extrait avec Sarkozy, quand il dit, mais moi, je suis comme tout le monde, je travaille, le soir, je rentre à la maison, je mange avec ma femme et mes enfants. Mais c'est quand même extraordinaire. L'emploi de ce mot. Il rentre à la maison. Quelle maison? C'est l'Élysée? C'est un hôtel dans le 16e. Et puis Carla et ses enfants, ce ne sont peut-être pas non plus... Oui. Alors ça c'est sûr. Ah oui, non, mais c'est quand même ça le fond du problème. Bien sûr, oui, il entretient un flou. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas à l'aise, parce que dire et jusqu'où décrire ma réalité sans choquer les téléspectateurs. Oui. Oui, il y a deux normalités dans cette affaire. Il y a la normalité de la personne et puis il y a la normalité dans l'exercice de la fonction. La normalité de la personne, c'est le dilemme traditionnel, le paradoxe habituel de la représentation. Il faut être représentatif, donc ressembler à ceux que l'on représente, mais en même temps être différent, sinon on ne serait pas représentant, on serait représenté. Donc ça, on tourne toujours autour de cela, de mille et une façons. Là, on voit comment M. Sarkozy essaye de se montrer cette proximité en utilisant des mots qui sont quand même inhabituels dans la bouche d'un président de la République en exercice. Hein. Tomber amoureux, faire un enfant, enfin, c'est quand même pas très courant. Et puis il y a la normalité dans l'exercice de la fonction. Et ça, c'est toute la pré-campagne, notamment de François Hollande, disant rien n'a été normal dans ce quinquennat. Hein. Et donc c'est un quinquennat normal. C'est quelque part, si vous permettez cet usage parodique, c'est quelque part un programme de rétablissement de la normalité républicaine. Quoi, voilà, mais incarné par le scooter, ce qui pour le coup, pour un président de la République, de toute façon ne sera pas normal, et on sait très bien,
quand il sera, enfin, on imagine qu'il prendra pas forcément autant le scooter quand il rentrera ou quand il sortira de l'Élysée. Ou alors un scooter entouré de 2 motocyclettes de gendarmerie. On verra, on va pas préjuger. Alors, il y a juste, parce que nous aussi, on a traqué les empreintes en regardant les extraits. Alors, quand même, François Hollande, il dit qu'il y a eu toute une polémique. Alors, peut-être sur le mot normal, oui, mais sur l'emploi du scooter, il n'y en a pas eu. Hein. Pour le coup, là, il exagère un petit peu. Et alors, on a l'impression qu'il fait un peu ce que faisait Nicolas Sarkozy aussi, c'est-à-dire, finalement, on lui fait un reproche, mais pour le coup, qu'il exagère un peu pour mieux y répondre, pour mieux se défendre, pour mieux argumenter. Et là, pour le coup, ça nous a semblé un bon emprunt à la rhétorique sarkozyste. Je voulais savoir si quelqu'un avait un petit mot là-dessus. Oui, une petit effet de victimisation qui, d'habitude, effectivement, est une technique proprement sarkozienne. Mais il y a aussi cette espèce de naïveté feinte dans le « ça m'a surpris ». Et puis toujours cet humour. Et puis, si j'avais eu mon scooter, si j'avais pas été obligée d'en passer par la voiture des candidats, etc., mais je serais arrivée à l'heure et j'aurais pas été en retard. Bon, voilà. Donc, je trouve que cet effet... pas compris la Voilà, cet épisode est très emblématique, à la fois de la lucidité, de la technique rhétorique de Hollande, et puis de son humour, ce qui n'est pas rien non plus. Oui, victimisation, effectivement, il montre qu'il est capable d'utiliser cet argument comme le faisait Sarkozy, et on l'a bien vu au moment du débat. À chaque fois que Nicolas Sarkozy essayait de se victimiser, François Hollande menaçait de dire « Attention, moi aussi je suis capable de citer des insultes contre moi, moi aussi, et vous ne me prendrez pas à ce petit jeu. » Donc je pense que c'était là aussi pour marquer un peu le territoire et peut-être préparer le débat sur cette thématique de la victimisation. Ah, d'accord. Bon, on verra s'il continue à se victimiser dans les mois qui viennent. Alors, il y a quelqu'un d'autre à qui François Hollande a emprunté. C'est à Ségolène Royal, son ancienne compagne et candidate pendant la campagne de 2007, qui au lendemain du discours de François Hollande au Bourget, au début des affaires sérieuses de la campagne, s'insurgeait d'avoir été zappé. Un petit rappel. Est-ce que ça vous a blessé de ne pas être cité dans le discours de François Hollande hier, qui retraçait les grandes étapes et grandes victoires de la gauche? Je pense qu'il n'est jamais bon de zapper des périodes politiques. Il faut que les entourages fassent attention. Il faut que le film, en effet, qui retrace l'histoire des 17 millions de voix, c'est pas moi, c'est les 17 millions de Français qui se sont exprimés, qui ont porté une femme pour la première fois de leur histoire au second tour de la présidentielle. Et peut-être que si la dynamique est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des étapes précédentes, notamment qui ont reposé un certain nombre de principes, comme la reconquête du drapeau français, la nation, la sécurité. Et donc toutes ces questions-là, il faut pas les zapper, il faut effacer personne de l'histoire, parce que c'est une histoire collective. Et j'espère que ce film sera refait pour les prochains meetings. Voilà, c'est pas moi, c'est les électeurs. Mais enfin, quand même, on sent la femme meurtrie. Et alors, pour réparer l'oubli, un grand meeting commun était organisé à Rennes. Et dans les mots de François Hollande, tout était rattrapé. Écoutez. C'est une grande et belle réunion ce soir à Rennes. Parce que Ségolène Royal est là. Elle qui fut notre candidate en 2007, qui mena une campagne courageuse, audacieuse. Elle est là pour montrer à la fois la continuité, parce qu'aucun candidat ne part de rien. Il est l'héritier d'une longue histoire. Et la mienne, c'est celle de toute la gauche, capable, à des moments décisifs de son histoire, de donner à la France une espérance. Voilà, c'est un grand moment parce que Ségolène Royal est là, dans les mots, tout y est, mais juste avant, au début du meeting, lorsque Ségolène Royal lui passait le relais, un geste semblait dire presque le contraire. Alors on va venir à la suite du feuilleton, parce que ça a continué jusqu'à après la présidentielle. Mais d'abord un petit mot sur ce geste de Denis Bertrand. Il a choqué certaines personnes qui l'ont vu comme une invitation de François Hollande à quitter la scène. Il les conduit presque, ont vu certains Ségolène Royal. Je voulais savoir ce que vous en pensiez avec un petit peu de recul.
manifestement, ce geste est remarquable. Enfin, mais remarquable dans quel sens? Il est passionnant. Geste galant ou par geste... son ambivalence. Par son ambivalence. Est-ce qu'il l'a reconduit ou est-ce qu'il les conduit? Et en réalité, le geste est intéressant parce qu'il est inscrit dans un autre geste. C'est-à-dire il est inscrit dans un geste de glorification et d'acclamation. C'est le geste d'acclamation qui se prolonge sans solution de continuité en un geste de départ. C'est-à-dire ça commence bien, mais ça finit mal, c'est ça. À partir du moment où il y a une ambivalence entre la phase positive de la glorification ou la phase négative de l'éconduite ou du rejet ou de la damnation, là, on peut toujours choisir le versant que l'on veut dans une ambivalence. Vous choisissez lequel, vous? Moi, je crois qu'il réussit en fait à se sortir d'une situation extraordinairement complexe, c'est-à-dire que de toute façon, il ne peut pas la maintenir là, il faut bien donc qu'il l'invite à quitter la scène. Mais il lui fait même pas la bise. Ah bah peut-être, mais enfin, c'est un moment, on sent que c'est un moment extrêmement délicat. Ça fait partie de ces, à mon avis, de ces chemins de crête nombreux où on ne peut pas aller ni d'un côté ni d'un autre sans risquer un excès, sans risquer de la reconduire. D'accord, donc vous voulez pas trancher. Moi je crois qu'il trouve instinctivement une astuce gestuelle extraordinaire qui permet de concilier les conduites et la glorification. Bon, moi je vois que Marlène Coulongui n'est pas d'accord. Non, je suis absolument d'accord sur l'ambiguïté. Effectivement, d'accord sur l'ambiguïté de ce geste. Et l'ambiguïté, moi j'irais jusqu'à l'ambiguïté. Mais enfin, il a quand même été perçu par beaucoup comme un geste peu élégant. Alors était-il si habile que ça? Effectivement, c'est une scène extrêmement étrange. Il ne se touche pas. Ils ne se parlent pas, ils ne parlent pas. Et cette scène nous laisse vraiment sur un sentiment d'inachevé, dont l'ambivalence du geste est, me semble-t-il, tout à fait emblématique. Donc on attend, il me semble que cette scène est un prélude, on attend quelque chose, une autre scène, plus tard. Et bien plus tard, justement, alors ça a peut-être été au soir de la victoire, cette image finalement qui prolonge cette scène, puisque là, au soir de la victoire, place de la Bastille, eh bien là encore, oubli, omission, réparé, François Hollande, on le voit sur ces images, va vers Ségolène Royal, lui fait la bise, ça y est, enfin, avant de repartir, il reste pas à côté d'elle quand même, il retourne au centre et puis là, il embrasse sa compagne Valérie Trierweiler. Bref, au soir de la victoire, tout semblait idyllique jusqu'au mot de Ségolène Royal prononcé sur le plateau de France 2. Écoutez. Il est conscient de l'énormité du travail aussi à accomplir. Il nous a dit de rester rassemblés, ce que nous sommes. Je crois ce qui a fait aussi notre force dans cette campagne, c'est le rassemblement des socialistes, le rassemblement de la gauche, aussi tous les ralliements qui sont venus entre les deux tours. Et je crois que nous sommes conscients aussi de cette responsabilité. Et les socialistes s'inscrivent dans une histoire qui n'est pas à confondre avec leurs itinéraires personnels. Et c'est cela à quoi croit également François Hollande, je peux vous le dire, parce que vous disiez que je suis l'une de celles qui le connaît le mieux. Voilà, donc elle le connaît bien, elle a le sourire. Enfin bon, le soir du 6 mai, tout semblait rentrer dans l'ordre, plus d'ambivalence, plus d'ambiguïté, mais le lendemain, dès le lendemain, patatras. Il m'a manqué le rassemblement des socialistes, le rassemblement de la gauche, le soutien sans faille, puisque souvent, lorsque je faisais des propositions, elles étaient contestées, elles étaient très innovantes, c'était vrai. Aujourd'hui, ces idées neuves, d'ailleurs, ont été intégrées dans le projet de François Hollande et dans le corpus. Trop tôt. Et dans le corpus. Non, c'était pas trop tôt parce que je crois au contraire que la France était prête et à voter pour une femme et à adhérer à des idées neuves, comme la valeur travail, que j'étais la première à défendre. Et en même temps, c'est peut-être aussi les leçons qui ont été tirées, qui ont permis cette victoire. Là, les socialistes ont été très rassemblés. Moi, j'ai fait pour le candidat une campagne vraiment sans faille, un engagement très très fort. J'ai entraîné mon électorat. Vous allez continuer, voilà, alors après, elle passe à autre chose. Donc, elle ne continue pas. Enfin, on voit bien qu'elle oppose les failles qu'il y a eu dans le soutien en 2007, le soutien que a apporté le Parti socialiste à l'époque, dirigé par François Hollande, et puis le soutien sans faille qu'elle a apporté elle. Alors, on a l'impression qu'il y a comme ça une espèce de fluctuation permanente. Je voulais savoir, Marlène Coulongui, comment vous l'analysez déjà en termes de communication et d'image, puis après on viendra sur peut-être le sens politique de tout ça. Alors, je crois que ce qui est intéressant, effectivement, c'est la dissymétrie des deux situations. Et comme le dit Ségolène Royal, il faut peut-être essayer de s'extraire du couple Ségolène Royal, François Hollande, pour essayer de voir s'il ne se joue pas à ce niveau-là quelque chose de beaucoup plus général dans les rapports entre les hommes et les femmes. Parce que ce qui me semble tout de même intéressant, c'est que historiquement,
les femmes manifestent plus facilement leur solidarité avec les hommes que l'inverse. L'éthique de la sollicitude, le care, hein, c'est quand même sociologiquement, historiquement, construit dans l'identité des femmes. Donc elle a eu une posture féminine. En tout cas, elle dit, ça ne relève pas que de notre histoire. Bien sûr, notre histoire est là, mais ça ne relève pas que de notre histoire. Ce qu'elle dit au soir du 6 mai. Il y a aussi quelque chose de l'identité sociologiquement construite, hein, je ne suis pas en train de parler d'une naissance féminine, sociologiquement construite, qui fait que hommes et femmes ne se comportent pas exactement de la même façon. Mais le lendemain, on dirait qu'elle regrette presque, elle a dit la veille. Non, je ne crois pas, mais elle revient sur des choses intéressantes aussi, où elle dit que finalement, ce qu'elle avait mis en route avec un certain nombre de mots, avec un certain nombre de symboles, les drapeaux, etc., n'avait pas été reçu à l'époque. Et je crois que là aussi, ça dépasse la personnalité propre de Ségolène Royal, qui a été fortement critiquée. Et il faut là aussi aller voir du côté des femmes. On sait que les femmes ont toujours plus de mal à convaincre de leur légitimité, de leurs compétences. Et que ce qu'elles disent est plus facilement mis en doute que quand c'est un homme qui pourrait dire la même chose. D'accord, donc pour vous, là, elle revient sur ses difficultés en tant que femme. Je pense que sous-jacent à son discours... il n'y a ni de jeu personnel, ni de jeu politique, quoi. Elle revient... Et c'est ce qu'elle dit sans arrêt. Elle dit il faut dépasser la question des personnalités. Et elle dit à un moment donné, c'est pas moi. Alors on peut ironiser un petit peu, mais c'est vrai, ce n'est pas seulement elle. Alors c'est vrai aussi, Paul Bacot, que bon, aujourd'hui, Ségolène Royal a des ambitions, hein, elle veut présider l'Assemblée nationale, elle compte sur François Hollande, enfin on imagine, pour lui donner un coup de pouce. Alors là aussi, on se demande, entre stratégie politique, dimension personnelle, peut-être aussi une petite amertume. Je voulais savoir comment vous faisiez le tri entre tout ça, et puis comment vous analysez l'évolution de son discours, parce qu'on sent quand même les fluctuations d'un jour sur l'autre. Oui, d'abord, une petite chose, quand elle se plaint d'avoir été zappée, elle met ça sur le compte de l'entourage. Formule classique pour ne pas atteindre directement le chef, mais c'est l'entourage. S'il avait su, il n'aurait pas fait comme ça. Oui, puis on se dit aussi, la manière dont elle dit entourage, peut-être elle veut montrer qu'elle n'est pas dupe non plus, non? Enfin, je sais pas. Oui, je crois que derrière le mot entourage, il y a un visage. C'est clair, c'est tout à fait clair. Ensuite, deuxième petite remarque, il y a cette remarque sur ce qui s'était passé, le fait que ces mots, elle les avait dit avant, et on ne l'avait pas suivi. Et là, c'est effectivement une histoire de mots. Parce que souvent, on en revient à ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure, je crois, souvent en politique, quand on veut reprendre des choses à l'adversaire, bien souvent, il y a un bon moyen de faire, c'est de ne pas utiliser exactement les mêmes mots. Et peut-être que ce qu'elle n'a pas fait il y a 5 ans, c'est ça, c'est ce travail de lexical qui aurait peut-être permis, mais je ne sais pas, c'est ce que l'on peut imaginer en entendant cela. Alors, oui, mais alors justement, puisqu'on a beaucoup parlé effectivement du choix des mots, alors elle n'a pas fait ça effectivement en 2007, elle est restée peut-être trop proche des mots du camp adverse, mais en même temps, on l'a vu dans toutes les missions François Hollande aussi, alors pourquoi ça marche dans un cas et pas dans l'autre? Et puis la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que finalement, avec certaines notions, et c'est ce qu'elle semble dire, hein, la campagne du candidat en 2012 a emprunté directement à Nicolas Sarkozy, ou alors est-ce que finalement c'est pas des emprunts à Ségolène Royal qui avait elle-même emprunté à Nicolas Sarkozy? Dans quel sens ça marche selon vous, Damon Mayafra? C'est compliqué à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une droitisation du discours politique. C'est-à-dire que ce sont quand même les thématiques de droite, historiquement, qui ont fini par l'emporter. Même si, comme le dit Paul Bacot, le travail, au départ, oui, mais justement, quel travail? Si c'est le travail avec oui. le mérite et l'effort, je ne suis pas sûr que ça soit une thématique de gauche. Le travail dans la souffrance, c'est de mais droite. en ce qui concerne la gestuelle et l'ambivalence de la gestuelle, bien sûr qu'il faut l'analyser, mais il ne faut peut-être pas aller trop loin dans la surinterprétation, surtout lorsque vous avez donné la clé de l'analyse en mettant des extraits sonores cette fois-ci. Et le discours de François Hollande ce jour-là est quand même très explicite sur cette volonté de réconcilier. Et bien justement, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de ce qu'on a essayé de faire pendant toute l'émission, de voir effectivement le mot, les gestes, comment et parfois ils se rencontrent et comment parfois ils s'opposent. En tout cas, merci à tous les 4 pour ces analyses voilà, des discours et des gestes. On a essayé d'être complet. Merci à Marie Lebon et à Quentin Fichet qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Delphine Roussel qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne, tous les jours sur le site de Public Sénat et puis donc au Festival du mot à la Charité-sur-Loire du 30 mai au 2 juin, festival auquel Des Amis est associé en cette année présidentielle.
sur la lecture féminine, oui, sans doute, sans doute. Il y a vraiment un truc comme ça qui joue. Ouais, de toute façon, c'est très difficile de savoir. Moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'était les revirements. Alors, ce que vous dites, peut-être effectivement... et puis peut-être qu'elle a voulu être bonne joueuse le soir. Le lendemain, il y a eu un peu d'amertume. Elle est interrogée sur la blessure et elle répond sur l'histoire. Moi, je trouve ça, c'est extraordinaire. Mais elle est très forte là-dessus. Elle est très